Tibet Ndiaye, vous savez, cette petite bourgeoise communiste macroniste qui nous faisait la leçon pendant le Covid, qui nous disait que ça servait à rien de mettre des masques si on n'était pas malade, etc., etc., etc. Eh bien, elle s'est fait exploser littéralement, mais exploser d'une puissance par Fargan Azaïri, puisque tout simplement il l'a déglingué. Il l'a vraiment déglingué sur T18 dans un débat autour de l'islam et de l'esclavage. Et oui, et on va regarder ça, vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, toc, on met ça là, on met les petits clampins pour le copyright. Donc, à droite, messieurs, dames, à gauche, du coup, nous avons Tibet Ndiaye, ok, ancienne porte-parole du gouvernement, très très proche des socialistes, communistes, extrêmement proche de Emmanuel Macron, bref. À côté, vous avez du coup Fargan Aziari, à chaque fois je dis Azaïri, mais non, c'est Aziari, voilà. Du coup, qui est un auteur, etc., et qui dénonce un peu toute cette victimisation sur pas mal de points. Et aujourd'hui, eh bien, il vient d'exploser littéralement notre petite Tibet Ndiaye nationale, et on va regarder ça, vous allez voir, ça va être très intéressant. Littéralement, elle passe pour une couille. Voilà, cette petite bourgeoise sénégalaise passe pour une couille. On va regarder ça. En fait, c'est une pourquoi vision... y a si peu de démocratie en termes d'islam? Ça m'intéresse d'avoir votre explication alternative. Pardon, mais excusez-moi, à un moment donné, reprenons les faits de la colonisation, mais quand vous avez... Avant la colonisation, c'était paradisiaque. Laissez finir Tibet Ndiaye et vous le répondrez. L'Europe n'était pas plus... au moment où il y a la colonisation, les démocraties occidentales, elles sont encore perfectibles. Oui, au moment où il y a l'esclavage, les démocraties occidentales... Ah, mais parlons de l'esclavage, si vous voulez. Parlons de l'esclavage. À cette époque-là. Pourquoi, par exemple, les sociétés musulmanes n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu en terre d'islam l'équivalent de la controverse de Valladolid au cours du XVIe siècle, au cours de laquelle des théologiens espagnols vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Condorcet en terre d'islam? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Lincoln? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de société des Amis des Noirs, cette société civile qui s'est battue pour mettre fin aux traites négrières? Pourquoi le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales? Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres, comme on l'appelait à l'époque, en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves. Comment il l'enchaîne, il lui met des bastos, c'est un truc de fou. Bon, attendez, on va faire une pause vite fait, histoire de recontextualiser, non, mais de rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Alors, il faut savoir que dans l'histoire du monde, il y a eu ce qu'on identifie comme trois grands pôles ou trois grandes choses autour de l'esclavage, ok? Même quatre. En vrai, on peut même en mettre quatre. Il y a eu l'esclavage antique. Donc vraiment tout ce qui est avant l'année zéro, avant ce qu'on considère comme étant l'année tout simplement de la naissance de Jésus, etc. Et donc à partir de l'ère moderne. Mais voilà, avant Jésus-Christ, tout ce qui est avant l'Antiquité, etc., il y a toujours eu de l'esclavage, ok? On peut remonter jusqu'à la préhistoire, il y a eu de l'esclavage. L'homme a toujours marché comme ça, ok? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la traite musulmane, arabo-musulmane, qui commence dès le 7e siècle, dès l'expansion de l'islam, et donc la colonisation des musulmans sur toute la péninsule arabique, jusqu'au Maghreb, jusqu'aux portes du Caucase, etc. Il y a ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane, ok? Eux, ils vont prendre tout ce qu'il y a devant eux, d'accord? Ils vont prendre des Noirs, ils vont prendre, par exemple, tout ce qui est Kabyle, etc. Ils vont prendre tous les peuples autochtones qui vivent sur les terres qu'ils vont conquérir. Donc, il y aura aussi des descendants d'Européens, voire des Européens quand ils vont se faire capturer. Bref, il y aura plein de choses. Et ça dure toujours jusqu'au 20e siècle. Et même si on est un petit peu taquin, ça dure jusqu'au 21e siècle. Ok. Par exemple, on l'a eu en Europe. On a subi des années 1500, 1800. Voilà, c'est à peu près pendant 300 ans. Il y a eu ce qu'on appelle les invasions, les razzias barbaresques. Ok, parce que razzia, je crois que c'est un terme arabe d'ailleurs. Donc tous les actes des barbaresques sur les côtes sud européennes, ok. Donc sur les côtes de l'Espagne du Nord-Est,
sur les côtes françaises, hein, les côtes de Méditerranée, du coup de France, sur les côtes de la Sardaigne, de la Corse, sur les côtes de l'Italie. Bref, ils sont allés très très loin, même hein, si on venait encore un petit peu taquin, même jusqu'aux côtes du Portugal, etc. Il y a eu des cas aussi, donc ils sont allés quand même assez loin, et tout ça, ça a fait, du coup, ça a eu effet pendant 300 ans. 300 ans uniquement de ce genre de choses, ok ? C'est pour ça que la France, après, ça a été une des raisons qui a fait que la France s'est déployée au Maghreb, tout simplement pour stopper en fait tous ces trucs-là, puisque c'était des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui ont été déportées littéralement par les invasions barbaresques, etc. Donc ça a posé énormément de problèmes, hein, Barberousse et compagnie, ça en fait partie, hein, c'est ce genre de modèle-là, on va dire. À côté de ça, vous avez du coup ce qu'on a appelé la traite transatlantique. Ça, c'est nous, hein. La traite transatlantique, c'est le commerce triangulaire. Voilà, donc c'est faire descendre des produits finis, hein, donc des produits manufacturés, comme par exemple, je sais pas moi, des armes, des vêtements, plein de choses, voilà, des produits manufacturés, transformés. On les fait descendre de l'Europe sur les côtes africaines. De là, on les vend, on les échange contre des esclaves essentiellement et quasiment exclusivement subsahariens, donc des esclaves noirs, voilà, de l'Afrique noire, puisqu'on appelait ça le bois d'ébène, hein, à l'époque. Et donc après ces gens-là, hop, on les emmène aux Amériques, hein, que ce soit l'Amérique du Sud, centrale, les Antilles, l'Amérique du Nord, ok. On les emmène là-bas et de là, du coup, eux récoltent des produits primaires, style coton, style dans les champs, hein, canne à sucre, les plantations donc de coton, les plantations de canne à sucre, les plantations même de produits d'agriculture, hein, de base. Et ça, on en met même jusque très profondément dans les terres, notamment aux États-Unis, où on en retrouve quand même assez loin dans les terres. Ok, et donc, à partir de là, tous ces produits primaires récoltés, on les renvoie en Europe, et de là, ça fait ce qu'on appelle un commerce triangulaire. Ça, on estime qu'il y a environ 15 millions, je vais arrondir un peu, mais environ 15 millions d'Africains qui ont subi cette traite européenne, hein, du coup, ce commerce triangulaire, ok, pendant à peu près 300 ans. Hein, ça s'est déroulé à peu près de la fin des années 1500, globalement, même milieu 1500, jusque en fait, les milieux des années 1800, puisqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1830 et quelques en Angleterre. Il y a eu la même en France en 1848, et un peu plus tard, du coup, il y a eu la même aux États-Unis à la fin de la guerre de sécession, qui est, on le rappelle, une des causes de cette guerre de sécession. Ok. Et donc ça, on estime qu'il y a à peu près 15 millions, voilà, d'Africains qui ont subi ce truc-là par les Européens en 300-400 ans. Ok, on arrondit un peu, en 300 ans. Hein, en gros, c'est surtout ça, 300-350 ans. À côté, la traite arabo-musulmane, elle dure du 7e siècle, donc dès l'expansion de l'islam, jusqu'au 20e, voire 21e siècle maintenant. Il y a toujours des cas d'esclavagisme, hein, vous regardez ce qui se passe à Dubaï, etc. C'est pareil. Hein. Donc, ça fait quand même un sacré temps, ok ? Ça a duré plus d'un millénaire. Enfin, ça dure déjà depuis plus d'un millénaire, hein, depuis presque 1500 ans, si on arrondit grosso merdo. Ça fait presque 1500 ans qu'il y a de l'esclavagisme. Ok, qui est perpétré par les arabo-musulmans, d'accord ? Ça a toujours existé, hein, même avant la société arabe islamique, ça a toujours existé. Eux, ils ont repris ce truc-là, ils l'ont structuré, institutionnalisé, et c'est resté comme ça. Il y avait de temps en temps des permissions, mais globalement, c'était ça. Et on estime à peu près à 20-25 millions de personnes. Mais là où c'est beaucoup plus traumatisant, et c'est pour ça que les gens sont traumatisés de cette traite, et c'est pour ça qu'ils se rabattent sur la traite européenne pour nous chier à la gueule, alors que de l'autre côté, c'est encore pire. Puisqu'en fait, cette traite-là, elle a duré pendant plus d'un millénaire. Ça a fait plus de 25 millions à peu près d'esclaves, voilà, qui ont été capturés, etc. sur un millénaire. Donc évidemment, c'est moins fort que les Européens. Sauf que là où ça a traumatisé beaucoup de gens, c'est que c'était absolument tout le monde. Il n'y avait pas que des Noirs. Hein. Il y avait des Noirs, il y avait même des fois des Arabes aussi. Hein. Il y avait tous les peuples autochtones, comme je l'ai dit. Il y avait des Européens. Ils ont été jusqu'aux frontières de l'Inde pour aller en chercher et tout. Enfin bref, ça a été un carnage monumental. Et ça dure toujours. Okay, donc il faut contextualiser un peu tous ces trucs-là, ces trois grandes ères de l'esclavagisme. Désolé, c'était un peu long, mais je trouvais que c'était très intéressant pour
expliquer un peu tout ça, parce qu'elle va se défendre d'une manière absolument ridicule, en fait, face aux attaques, du coup, de Fergan, qui lui met dans la tête par rapport à l'islam et l'esclavagisme. Parce que oui, l'islam ne s'est jamais posé de questions sur l'esclavagisme. Okay. En Europe, très tôt, il y a eu des sociétés qui ont été fondées. Voilà, là, par exemple, la Société des Amis des Noirs, qui a été fondée au début des années 1800 en France, après la Révolution et tout, pour tout simplement commencer à condamner l'esclavagisme, etc. Dont d'ailleurs Lafayette, dont je suis assez fan en personnage historique, Lafayette, du coup, qui faisait partie de ce truc-là, etc. Aux États-Unis, pareil, beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions. Et puis les démocrates, soi-disant, les démocrates aux États-Unis les utilisaient beaucoup, les esclaves. C'était voilà. Donc démocrate, c'est gauche. Donc bref, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont contesté ce genre de choses dans la société occidentale. Là où, dans la société arabo-musulmane, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles et c'est ce qui fait que c'est toujours actuel. En fait, et que ça existe toujours. Quand on fait venir des Africains de l'Est pour aller bosser sur les chantiers à Dubaï et qu'on leur prend leur passeport pour les garder pendant 15 ans, voilà quoi, par exemple. Et puis après, on compte pas l'esclavagisme en Asie et tout. Les Français organiser le commerce triangulaire ne vous pose aucun problème. Ça vous fait aucun lien. Je ne suis pas en train de vous dire que l'islam aurait eu le monopole de l'esclavage. Je vous dis qu'à la différence de l'Occident, l'islam n'a pas été capable de contester cette institution. Les traites négrières, madame, c'est une invention de l'islam. Ce sont les musulmans qui ont inventé le premier circuit de traite. Oui, ils ont inventé le premier circuit de traite, mais ça existait déjà avant. C'est aussi important de le dire. Mais là où c'est très intéressant, ce qu'il lui dit, en fait, c'est ça, c'est que les Européens se sont remis en question, entre guillemets, à force de débats et de polémiques et de remise en cause d'élites, d'intellectuels et compagnie à droite à gauche. Bref, il y a eu plein de mouvements sociaux qui ont fait que maintenant c'est fini, en fait. Ça n'existe plus. D'accord ? Là où, maintenant, dans beaucoup de pays encore musulmans, ça existe toujours. Au 21e siècle, 2026, ça existe toujours. Vous avez toujours des gens qui sont réduits en esclavage. Et c'est catastrophique. Et je vous parle même pas de la situation au Maghreb, dans pas mal de cultures, enfin des entreprises d'agriculture, etc., où il se passe des trucs bizarres. Et pourquoi n'ont-ils jamais été capables de contester? Ah non, je dis pas du tout, je n'ai aucune prétention, en termes d'information. Ce que je dis simplement. Du coup, ta bouche, en fait. C'est pourquoi t'es là. Alors pourquoi tu viens débattre si t'as aucune prétention en termes d'information? T'es juste bonne à faire la gogolita pour le gouvernement, à être dans ton petit bureau de grande bourgeoise, etc. Enfin bref, c'est que le fait d'assimiler et de mettre un trait d'égalité entre des sociétés qui, pour moi, n'ont rien à voir sur le simple fondement qu'elles partagent la même religion, me paraît complètement hors de propos, eu égard en fait aux différences fondamentales qui existent donc là, ça y est, elle a déplacé les buts là. Entre ces sociétés, y compris dans la pratique de la religion. La pratique de la religion dans l'Afrique de l'Ouest, de la religion islamique dans l'Afrique de l'Ouest n'a strictement rien à voir avec les pratiques que vous avez dans le Moyen-Orient. Et donc, en quoi ces pratiques différentes de la religion conduiraient au fond à produire des effets qui sont similaires? Vous n'avez pas d'application de la charia au Sénégal? Non, mais Julie Graziani, moi j'aimerais vous entendre sur. On a posé la question de l'islam est-il là? Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à dire que c'est peut-être grâce justement à la colonisation européenne qu'il n'y a pas ce genre de loi en Afrique de l'Ouest? Là, je m'en vais sur un terrain gluant, mais je trouve que le débat est intéressant, d'accord? Parce que tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique, mais il n'y a pas eu que la France. Il y a eu un peu d'Allemands, il y a eu les Italiens, ils étaient surtout sur l'Afrique de l'Est, notamment l'Érythrée et ils ont voulu l'Éthiopie et tout pendant un certain temps. Mais en gros... ce qui s'est passé dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la colonisation française, britannique, même un peu espagnole. Voilà, il y a quelques reliquats encore de l'Espagne et belge. Voilà. Donc société européenne de l'Ouest. Ok. Est-ce que ce serait pas pour ça que la charia n'est pas appliquée? Parce que du coup, peut-être que tout ça, ça a permis de, je ne sais pas, de peut-être lisser un peu l'application de l'islam, le rigorisme islamique là-bas sur ces terres-là, je sais pas. Franchement, ça peut être un débat très intéressant et j'aimerais bien voir un débat, ça se trouve ça existe déjà, mais ça peut être un débat très très intéressant en vrai, ce truc-là, je trouve. Et bref. Donc voilà, j'ai pas fait cette vidéo pour faire du négationnisme ou je ne sais quoi, là je préchote les attaques des débiles. Oui, la traite européenne a été massive parce qu'elle s'est déroulée, elle fait quand même 15 millions, avec 15 millions à peu près d'Africains déportés pendant 300 ans, quoi, 300-350 ans, c'est beaucoup.
Hein, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Là où la traite arabo-musulmane en a fait 25 millions sur plus d'un millénaire, sauf que c'est avec les moyens qui étaient différents, d'accord? Ils n'avaient pas des grands bateaux, des grands bateaux qui pouvaient accueillir je ne sais combien d'esclaves sur les trucs, mais eux le faisaient du coup en leur faisant traverser le désert et tout. Enfin, c'est pareil, c'est tout aussi traumatisant de toute manière. C'est différent, mais c'est tout aussi traumatisant. Sauf que la grosse différence avec les sociétés européennes qui l'ont faite, c'est que c'est du passé maintenant. C'est du passé. Là où, dans les pays arabo-musulmans, ça existe toujours en fait. Bref, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai trouvé que c'était très intéressant ce débat-là, et surtout je voulais donner un peu de contexte autour de ça, parce que souvent je traite pas beaucoup de sujets qui parlent autour de ça, mais c'est un sujet que moi je trouve très passionnant en fait dans l'histoire, et c'est une des périodes historiques qui me passionne le plus. En fait, depuis la découverte des Amériques jusque globalement à la révolution industrielle, moi c'est ma période historique favorite, voilà. La Renaissance, en gros la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières et compagnie. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve que c'est toujours assez grave. Et puis encore une fois, hein, si on se rend sur la petite page Wikipédia de Sibeth Ndiaye, juste ici, hein, c'est une haute, hein, elle vient d'une famille de la haute bourgeoisie sénégalaise, d'accord. Elle est la double nationalité, j'arrive plus à parler, donc franco-sénégalaise. Elle a 3 sœurs qui vivent en Afrique encore, apparemment. Il y en a une qui vit au Togo, l'autre au Nigeria, l'autre en Côte d'Ivoire. L'aînée, elle est pharmacienne. La seconde, elle est consultante pour les Nations Unies. Ok. Et l'autre, elle est banquière. Bon, globalement, ça va, ça se passe bien. Mais ces gens se permettent quand même d'être socialistes, etc. Et tout ce que vous voulez. Hein. C'est les bourgeois socialistes. Elles représentent, mais ça d'une manière absolument magnifique. Voilà, la bourgeoisie socialiste parisienne, proche du communisme, qui fait la leçon de morale en fait à tout le monde, alors que elle-même a beaucoup à apprendre du monde, enfin du reste du monde. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.